tu sais comment le pousser à bout, a chuchoté ma mère alors que je me tenais assise sur le sol de la salle de bain à 14 ans, pressant un gant de toilette froid contre mes côtes. C'était la phrase que j'ai entendue toute mon enfance. Pas est-ce que ça va. Ni il n'avait pas le droit. Juste tu sais comment le pousser à bout, comme si les bleus étaient un choix que j'avais fait. Pendant 18 ans, chaque fois que mon père me frappait, ma mère attendait qu'il quitte la pièce pour prononcer une variante de cette phrase. Et pendant 18 ans, je l'ai cru. Je croyais que j'étais le problème. Le jour où j'ai déménagé, elle m'a appelé pour me dire que je détruisais la famille. J'ai répondu, tu l'as regardé me détruire pendant 18 ans et tu n'as rien dit. Elle a raccroché. 6 mois de silence. Puis elle a rappelé, en pleurant. Et elle a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre de sa part. Ce n'était pas une excuse, c'était plus grand que cela. Et cela a tout changé. Avant de continuer, si cette histoire vous parle, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez sincèrement concerné par ce que je vais vous raconter. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je m'appelle Megan. J'ai 24 ans. Je suis infirmière dans un petit hôpital communautaire de l'Ohio. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été de mes 14 ans, l'été où j'ai enfin compris que ma mère ne me protégerait jamais. Si vous passiez devant notre maison sur Maple Ridge Lane, vous penseriez regarder la famille la plus américaine du quartier, une maison coloniale blanche aux volets noirs. Une pelouse si régulière qu'on aurait dit que Richard Moore l'avait tondue avec une règle, ce qu'il aurait honnêtement pu faire. Il y avait toujours un drapeau sur le porche, toujours une couronne sur la porte assortie à la saison, et toujours un Ford F-250 dans l'allée, lavé chaque samedi matin avant que quiconque dans la rue ne soit réveillé. Mon père était diacre à l'église Grace-Baptiste. Il possédait une petite entreprise de construction, environ 15 gars, principalement des rénovations commerciales et des contrats municipaux. Il a entraîné la Little League pendant 3 ans, non pas parce qu'il aimait le baseball, mais parce que les parents sur les gradins étaient les mêmes personnes qui siégeaient au conseil de zonage de la ville. Tout ce que Richard Moore faisait avait un public, et chaque public avait un but. Ma mère, Linda, était la femme qui arrivait toujours au repas partagé avec un plat chaud et un cardigan boutonné jusqu'au col, les cheveux attachés, le sourire doux, la voix basse. Elle appelait chaque homme monsieur et chaque femme ma chérie. Et si vous aviez demandé à n'importe qui en ville de la décrire, on aurait dit, une épouse dévouée, une bonne femme chrétienne. Et puis il y avait moi, la fille tranquille au 3e rang chaque dimanche, assise entre mes parents, les mains jointes sur les genoux, portant des manches longues en juillet. Personne n'a demandé pourquoi. Pas une seule fois. Ni les professeurs de l'école du dimanche, ni les voisins, ni les femmes qui disaient à ma mère quelle belle famille elle avait. Personne ne regardait au-delà du drapeau sur le porche, de la pelouse tondue ou de la poignée de main de mon père assez ferme pour que les hommes le respectent, assez douce pour tromper tous les autres. Si vous étiez passé devant notre maison, vous vous seriez trompé sur notre compte. Tout le monde se trompait. La première fois que je m'en souviens clairement, j'avais 10 ans. J'avais oublié de faire la vaisselle après le dîner. Pas refusé ou oublié. Je faisais mes devoirs à la table de la cuisine et les assiettes étaient encore dans l'évier quand mon père est revenu du garage. Il n'a pas crié. C'est ce que les gens ne comprennent jamais. Richard Moore n'élevait pas la voix. Il a reculé sa chaise de la table lentement, a posé ses 2 mains à plat sur le bois, et a dit de ce ton bas et régulier qui me glace encore le dos, viens ici. Ce qui s'est passé derrière la porte close de la chambre, je ne vais pas le décrire. Je vous dirai simplement que le lendemain matin, j'ai compté 3 bleus sous mes côtes du côté gauche, et j'ai appris à faire la vaisselle avant de m'asseoir pour faire quoi que ce soit d'autre. Ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas la douleur, c'est ce qui est venu après. Ma mère est entrée dans ma chambre environ 20 minutes plus tard, après que son camion a quitté l'allée. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Elle n'a pas regardé les bleus. Elle a regardé mon visage et elle a chuchoté, tu sais, papa n'aime pas la vaisselle sale. Pourquoi continues-tu à le pousser ? Comme si j'avais appuyé sur un bouton, comme si ce qui m'était arrivé était une conséquence naturelle de ma propre négligence. J'avais 10 ans. Mon frère Ethan avait 4 ans à l'époque. Il était dans le salon en train de regarder des dessins animés pendant que cela se passait. Mon père ne l'a jamais touché pas une seule fois à l'époque. Ethan était le fils, celui qui portait le nom, celui que mon père appelait de mon pote et qui l'emmenait sur les chantiers le samedi.
J'avais l'habitude de penser que la différence entre nous était simple, Ethan était bon et j'étais le problème. Il m'a fallu 14 ans de plus pour comprendre que ce n'était pas vrai. À l'âge de 14 ans, j'étais allé aux urgences 3 fois. Chaque visite suivait le même scénario. Ma mère conduisait. Mon père venait aussi, calme et inquiet, sa main posée sur mon épaule comme un père dans un film de Hallmark. Elle est si maladroite, disait Linda à l'infirmière d'accueil. Toujours en train de courir partout, sans jamais regarder où elle va. Et elle riait de ce rire doux et entraîné. Et l'infirmière souriait en retour parce que, pourquoi ne le ferait-elle pas? L'homme debout à côté de nous était un diacre de l'église. Il entraînait la Little League. Il sentait l'allspice et la sueur de bois fraîche. Lors de la 3e visite, pourtant, je me souviens que le médecin a marqué une pause. Elle a regardé mon bras, puis mon dossier, puis moi. Je pouvais sentir sa question avant qu'elle ne la pose, « Est-ce que quelqu'un vous fait du mal ?» La main de mon père s'est serrée sur mon épaule. Pas assez fort pour que le médecin le voie, juste assez pour que je le sente. Elle est encore tombée dans les escaliers, a-t-il dit en souriant. Je n'arrête pas de lui dire, pas de course en chaussettes. Le médecin a écrit quelque chose dans le dossier. J'ai découvert des années plus tard ce que c'était, blessure récurrente incompatible avec le mécanisme déclaré. Recommander un suivi des services de protection de l'enfance. Mais les services ne sont jamais venus. Dans une ville où Richard Moore avait serré la main de tout le monde, du chef des pompiers au greffier du comté, une note dans un dossier n'était qu'une note dans un dossier. Je ne le savais pas alors, mais ce dossier et ses visites chacun documentés avec des dates, des descriptions et les observations d'un médecin dormaient dans un système de dossiers médicaux, en attendant. Pas pour un avocat, pas pour un tribunal, juste pour le jour où je serais assez âgé et assez informé pour les demander. Ce jour était encore à 10 ans de là, mais la trace écrite avait déjà commencé. À 16 ans, j'ai trouvé un emploi à temps partiel à la pharmacie de Grand Street. Je n'ai pas demandé la permission à mon père. J'ai demandé à mon conseiller d'orientation de signer le permis de travail, je lui ai dit que c'était pour économiser pour l'université, et j'ai commencé à emballer des ordonnances 3 après-midi par semaine à 9,25 $ de l'heure. Mon père l'a appris en une semaine. Il n'aimait pas ça, non pas parce qu'il se souciait de mon emploi du temps, mais parce qu'une fille avec sa propre paix est une fille qui a des options. Et Richard Moore n'élevait pas ses enfants pour qu'ils aient des options qu'il ne contrôlait pas. Aucune fille à moi n'a besoin de travailler, a-t-il dit au dîner. Sa voix était agréable, ses yeux ne l'étaient pas. Les gens vont penser que je ne peux pas subvenir aux besoins de la famille. J'ai gardé le travail. J'ai gardé chaque dollar dans une boîte à chaussures sous mon lit, cachée derrière une pile de vieux manuels. Au bout de 6 mois, j'avais 412 $, assez pour un dépôt de garantie pour le plus petit appartement du comté, si jamais j'en avais besoin. Ma mère a vu la boîte à chaussures une fois. Je suis rentré et je l'ai trouvée debout dans ma chambre, la fixant sur mon bureau comme si c'était une grenade. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec une expression que je ne pouvais pas décoder, une part de peur, une part d'autre chose. De l'envie, peut-être, ou de la reconnaissance, comme si elle regardait une version d'elle-même qui aurait fait un choix différent à 22 ans. Puis mon père l'a trouvée. Il a pris chaque dollar, les a comptés à la table de la cuisine devant moi, a plié les billets dans son portefeuille et a dit, « L'argent gagné sous mon toit appartient à ce foyer. » Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je me suis allongé dans mon lit en fixant le plafond, et j'ai commencé à cacher de l'argent liquide dans une boîte de tampons dans le placard de la salle de bain, et j'ai commencé à compter les jours. À 17 ans, j'avais économisé assez pour un dépôt et le premier mois de loyer d'un studio à 2 villes de là. J'avais été accepté dans le programme de soins infirmiers du collège communautaire. J'avais postulé sans le dire à personne, en utilisant l'ordinateur de la bibliothèque de l'école, et j'avais fait envoyer la lettre d'acceptation à une boîte postale que j'avais louée pour 11 $ par mois. Mais le courrier est une chose fragile dans une maison où une personne contrôle tout. Le jour où la 2e copie de mon résumé d'aide financière est arrivée, celle que j'avais accidentellement fait envoyer à la maison, c'est mon père qui a ouvert la boîte aux lettres. Il a apporté l'enveloppe au dîner et l'a posée à côté de la salière. Il n'en a pas parlé jusqu'à ce que nous soyons tous assis, fourchette en main, la vapeur s'élevant de la purée de pommes de terre que ma mère avait passé 1 heure à préparer. « C'est quoi, ça ?» a-t-il demandé. Sa voix était conversationnelle, presque curieuse. J'ai regardé l'enveloppe. Mon estomac s'est noué. « C'est à moi » ai-je dit.
Il l'a ouverte lentement et l'a lue. Puis il m'a regardé, pas en colère, pas encore, et a dit, « Tu penses que tu pars ?» Ce n'était pas une question. Personne dans cette famille ne prend de décision sans passer par moi. Il a déchiré la lettre lentement. Une déchirure nette au milieu, puis une autre. 4 morceaux posés proprement à côté de son assiette comme un couvert. Ma mère a coupé sa viande. Ethan, 11 ans, petit pour son âge, fixait son assiette. Personne ne parlait. Après le dîner, je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé le bureau des admissions sous ma couverture. J'ai besoin d'une copie de remplacement, ai-je chuchoté. L'original a été endommagé. La femme à l'autre bout a marqué une pause, puis a dit doucement, « Nous en enverrons une nouvelle à l'adresse que vous souhaitez, ma chérie. » Je lui ai donné le numéro de la boîte postale. Je suis parti le jour de mes 18 ans. Mon père était sur un chantier, j'avais vérifié son emploi du temps la veille. Une rénovation commerciale à 40 minutes de là, il ne serait pas de retour avant 6 heures. Ma mère était dans la cuisine. J'avais 2 valises, un sac à dos et la Honda de mon amie Rachel qui tournait au ralenti devant le trottoir. J'ai descendu la première valise et ma mère ne s'est pas retournée. Elle se tenait au comptoir, le dos tourné vers moi, lavant une assiette qui était déjà propre. « Si tu pars, a-t-elle dit, qui va m'aider pour le dîner ?» Ce n'était pas vraiment à propos du dîner. Je le sais maintenant. C'était la seule façon que Linda Moore connaissait de dire « s'il te plaît, ne pars pas », sans admettre pourquoi elle avait besoin que je reste. Si j'étais dans la maison, j'étais le paratonnerre. Si je partais, la foudre devrait tomber ailleurs. J'ai posé la valise près de la porte et je suis allé dans la chambre d'Ethan. Il était assis sur son lit, 12 ans, essayant de ne pas pleurer. Je me suis agenouillé devant lui et j'ai pris ses 2 mains. « Je vais revenir te chercher, » ai-je dit. « Je te le promets. » Il a hoché la tête. Il ne m'a pas demandé de rester. Même à 12 ans, il comprenait que rester signifiait quelque chose de pire que de me manquer. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai ramassé mes sacs et j'ai marché vers la porte d'entrée. Ma mère ne s'est jamais retournée. Mais quand je suis arrivé à la voiture de Rachel et que j'ai regardé la maison une dernière fois, je l'ai vue debout derrière le rideau du salon, une main pressée à plat contre la vitre, regardant. Pendant une seconde, le rideau est resté ouvert. Puis il est retombé. C'était la dernière fois que je voyais ma mère pendant 6 mois. 3 semaines après mon départ, j'étais assise sur le sol de mon studio, un matelas par terre, une lampe d'Emmaüs, des rideaux que j'avais achetés au rayon des stockages d'IKEA pour 7 $. Et pour la première fois de ma vie, j'ai remarqué quelque chose, le silence. Pas le genre de silence qui précède le claquement d'une porte, mais le genre qui existe tout simplement paisible, ordinaire. Puis mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère est apparu sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi, la partie qui avait passé 18 ans à espérer qu'elle me choisirait, a décroché. Elle n'a pas demandé comment j'allais, n'a pas posé de questions sur l'appartement, le travail ou le programme. Elle est allée droit au but. Ton père ne mange plus. Il ne dort plus. La maison ne semble pas correcte sans toi. Une pause. Tu détruis cette famille, Megan. Sais-tu ce que les gens à l'église disent? Je suis restée assise là, le téléphone pressé contre l'oreille, et j'ai senti quelque chose basculer. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus calme, de la clarté. Tu l'as regardé me détruire pendant 18 ans et tu n'as rien dit, ai-je dit. Ne m'appelle pas pour dire que c'est moi qui casse tout. Silence. Pas le bon genre. Puis un clic. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur le sol à côté de moi, j'ai appuyé ma tête contre le mur et j'ai fixé la tache d'eau au plafond. Elle ressemblait à une carte d'un endroit où je n'étais jamais allé. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais épuisé toutes mes larmes quelque part entre 10 et 17 ans, et il ne restait plus rien, juste un calme creux et bourdonnant. Je pensais qu'elle rappellerait ce soir-là, le lendemain ou cette semaine-là. Elle ne l'a pas fait. 6 mois de rien. J'ai terminé ma première année d'école d'infirmière avec une moyenne de 3,7 et un nœud permanent entre les omoplates à force de faire des doubles gardes à la maison de retraite sur la route 9. Mon appartement était petit mais propre, une plante grasse sur le rebord de la fenêtre, une bibliothèque d'occasion, des blouses séchant sur un étendoir près du radiateur. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque objet dans cette pièce était quelque chose que j'avais choisi,
et cela le rendait plus mien que n'importe quelle chambre que j'avais eue sur Maple Ridge LAN. J'ai essayé d'appeler Ethan 3 fois. À chaque fois, je suis tombé sur la messagerie. La 4e fois, un SMS est revenu du numéro de mon père, arrête d'appeler ce téléphone. Richard avait pris le portable d'Ethan. Bien sûr qu'il l'avait fait. On ne peut pas contrôler un garçon si sa sœur continue de lui rappeler qu'il existe un monde en dehors de la maison. La nuit, seul, je m'allongeais dans mon lit et je pensais, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'Ethan est assis dans cette chambre en ce moment, à compter les fissures au plafond comme je le faisais? Et puis la question plus difficile. Celle qui pesait sur ma poitrine comme une pierre, est-ce que je l'ai abandonné? Un soir, je parcourais Facebook, ce n'est pas quelque chose que je faisais souvent et j'ai vu la page de l'église Grace Baptiste. Une photo de mon père souriant de toutes ses dents, le bras autour du pasteur David, debout devant une bannière que j'ai dû lire 2 fois pour y croire, nommé homme de l'année 2025, Richard Moore. Sous la photo, un commentaire du comte de Linda, si fier de cet homme et de cette famille. Dieu est bon. La famille sur cette photo était composée de 3 personnes. J'avais été recadré. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai fermé l'application, éteint la lumière et je suis resté allongé dans le noir, écoutant le silence qui me semblait autrefois sûr. Ce silence était différent maintenant. Et puis, à 23 heures, un soir de la mi-octobre, mon téléphone a encore sonné. J'ai failli ne pas reconnaître sa voix au début. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce que je n'avais jamais entendu ma mère pleurer pas comme ça. Pas de manière brute, incontrôlée. Le genre de son qui sort quand on a gardé quelque chose à l'intérieur si longtemps que cela finit par briser le récipient. Megan. Sa voix s'est brisée à la 2e syllabe. Megan, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai pas parlé. J'ai juste tenu le téléphone. La pièce a vacillé. J'ai pressé ma main à plat contre le matelas pour me stabiliser, comme si le sol pouvait réellement bouger. Quand, ai-je demandé? Après ton départ. Doucement au début bousculade, saisie. Ethan a répliqué au sujet de sa sortie au bal de promo avec ses amis. Ton père. Elle ne pouvait pas finir la phrase. Elle a réessayé. Il l'a frappé, Megan. Fort. Comme il le faisait. Comme il me frappait. Elle ne pouvait pas le dire, mais nous l'avons toutes les deux entendu. Et puis elle a dit la chose, la phrase que j'ai rejouée 1000 fois depuis, celle que je ne m'attendais jamais de ma vie à entendre de la part de Linda Moore. Je l'ai enregistrée sur mon vieux téléphone. J'ai l'audio. Sa voix. Ce qu'il a dit. Tout. Megan, je me suis trompé sur tout. Sur tout. Je suis tellement désolé. Je me suis assise sur le bord de mon matelas dans le noir, et j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose que je pensais s'être cicatrisé il y a des années. Pas du pardon, je n'en étais pas encore là. Pas du soulagement. Quelque chose de plus compliqué, comme regarder quelqu'un sur qui on avait fait une croix faire un seul pas dans la bonne direction et ne pas savoir s'il fallait ressentir de l'espoir ou du chagrin pour les 18 ans de pas qui n'étaient jamais venus. Envoie-moi le fichier, ai-je dit. Ce soir. Et ne l'efface pas. Elle l'a envoyé à 23h47. 4 minutes et 22 secondes. J'ai agi vite. Le lendemain matin, j'ai appelé un bureau d'aide juridique à 2 comtés de là assez loin pour que personne ne connaisse le nom Moore et j'ai expliqué ma situation. L'avocate, une femme nommée Janet, a écouté sans interrompre, puis a dit, vous avez des options, mais votre père a une longueur d'avance sur le récit. Et dans les petites villes, le récit est primordial. Elle avait raison. Parce que pendant que je passais des appels et que je faisais des recherches sur les ordonnances de protection, Richard faisait ce que Richard fait de mieux, gérer l'histoire. En une semaine, la version des faits circulant à l'église Grace Baptiste était la suivante, Megan Moore, perturbée depuis l'adolescence, consommant possiblement des substances, mentalement instable. Essayant de déchirer une famille craignant Dieu pour des raisons que personne ne pouvait vraiment expliquer. Richard avait dit au pasteur David en privé, d'une voix lourde d'inquiétude paternelle, qu'il avait tout essayé, qu'il priait pour moi chaque nuit, qu'il craignait que je ne m'engage sur une voie dangereuse. Le pasteur David m'a appelé pour prendre des nouvelles. Son ton était prudent, pastoral, mais je pouvais entendre la forme des mots de mon père sous ses questions. Ton père dit que tu traverses une période difficile, Megan. Y a-t-il quelque chose que l'Église puisse faire?
Cela s'est propagé au-delà de l'église. Une collègue à l'hôpital, une femme que je connaissais à peine, m'a arrêté dans la salle de pause. Et, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes familiaux. Ça va? Quelqu'un a mentionné. Elle s'est interrompue, embarrassée. Dans une ville de 14 000 habitants, la réputation va plus vite que la vérité. Et mon père avait passé 3 décennies à construire la sienne, brique par brique. Qui allait croire une infirmière de 24 ans plutôt qu'un diacre qui avait coulé les fondations de la nouvelle salle paroissiale de l'église avec sa propre équipe au prix coûtant? Personne. Pas encore. Le truc avec Richard Moore, c'est qu'il ne se contente pas de contrôler les gens, il contrôle leurs issues. Et l'issue d'Ethan avait un prix, 38 000 $. C'était le compte d'épargne que mes parents avaient constitué depuis la naissance d'Ethan, fonds pour l'université, chaque chèque d'anniversaire de grand-mère dot, chaque remboursement d'impôts, tout cela dormait sur un compte d'épargne à la First National au nom de Richard. Légalement, cet argent était à lui pour en faire ce qu'il voulait, et il le savait. Ethan m'a appelé depuis le téléphone d'un ami un soir, la voix dépassant à peine un murmure. Il avait été accepté dans un programme d'ingénierie, une bonne école, des frais de scolarité raisonnables, à 2 heures de la maison, une vraie issue. Il m'a fait asseoir à la table de la cuisine, a dit Ethan. Il n'a pas crié. Il était calme. Il a dit, tu veux cet argent? Tu fais ce que je dis. Aucun contact avec ta sœur. Tu ne racontes à personne ce qui se passe dans cette maison. Et tu viens à la cérémonie de l'homme de l'année. Tu porteras le costume que je t'ai acheté. Et tu souriras. J'ai fermé les yeux. Meg, j'ai besoin de cet argent. Je ne peux pas me le permettre sans ça. Je ne sais pas quoi faire. C'était là, la laisse. La même que Richard avait utilisée sur moi, juste avec un chiffre plus élevé. Ce n'était pas un père économisant pour l'avenir de son fils, c'était un homme qui comprenait que la prison la moins chère est celle que l'on construit avec l'espoir de quelqu'un d'autre. Ne fais rien pour l'instant, ai-je dit à Ethan. N'accepte pas. Ne refuse pas à temps. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes et j'ai écrit 3 choses. 1. Dossier des urgences, mon droit de les demander. 2. L'enregistrement audio de Linda, Ohio, consentement d'une seule partie. 3. J'avais besoin d'une scène, et Richard venait de m'en construire une. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Pas ma mère cette fois, mon père. Sa voix était chaleureuse et détendue, la voix qu'il utilisait lors des barbecues de l'église et des réunions du conseil municipal, celle conçue pour vous faire oublier qu'il était capable de quoi que ce soit d'autre. Megan, ma chérie, il ne m'avait pas appelé comme ça depuis des années et je sais que nous avons une eau différente, mais je veux mettre cela derrière nous. L'église organise un dîner pour l'homme de l'année samedi prochain. Toute la congrégation sera là, 200 personnes, peut-être plus. Je veux que notre famille soit ensemble sur cette scène. Tous les 4. Montrer à tout le monde que les murs sont solides. J'ai tenu le téléphone et je n'ai rien dit. Le pasteur David pense que ce serait vraiment significatif, a-t-il continué. La fille prodigue revient à la maison. Les gens adorent cette histoire. J'ai compris exactement ce que c'était, pas un rameau d'olivier, mais une mise en scène. Richard avait besoin de l'image de sa famille intacte, sa fille revenue, souriante, debout à ses côtés parce que les rumeurs qu'il avait semées à mon sujet ne fonctionnaient que si je restais à l'écart. Si je revenais de mon plein gré, cela prouvait que tout était dans ma tête. Cela prouvait qu'il était le bon père. Affaire classée. Si je disais non, il dirait à toute la ville, vous voyez? Elle est allée trop loin. Même son propre père ne peut pas l'atteindre. Si je disais oui, je rentrerais dans son cadre et je disparaîtrais à l'intérieur. Dans les 2 cas, il gagnait. À moins que je ne vienne avec un scénario différent. Je serai là, papa, ai-je dit. Il a expiré, soulagé et victorieux, même. C'est ma fille. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois de ma vie, elles ne tremblaient pas avant une conversation avec mon père. Il m'avait invité sur sa scène. Il ne savait pas que j'apportais la mienne. Le plan était simple, mais il reposait sur des personnes qui avaient passé toute leur vie à être tout sauf courageuses. J'ai appelé ma mère le soir suivant et je lui ai dit ce que j'allais faire, apporter les dossiers médicaux, diffuser l'audio,
et laisser la vérité éclater devant les mêmes 200 personnes pour lesquelles mon père s'était mis en scène pendant 30 ans. J'ai besoin que tu sois là, ai-je dit. Je ne te demande pas de parler. Je te demande juste d'être présente. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas été coupé. Megan, je ne peux pas. Sa voix était toute petite, la même voix qu'elle utilisait à table quand mon père demandait pourquoi le rôti était sec ou pourquoi le linge n'était pas plié ou pourquoi la maison n'était pas assez calme. C'était la voix d'une femme qui avait été entraînée, année après année, à se faire la plus petite possible. Il va. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Tout le monde dans cette église lui fait confiance. Ils vont me regarder comme si j'étais. Comme si j'avais laissé faire. J'ai laissé cette phrase planer, parce qu'elle avait laissé faire, et elle le savait. Et cette connaissance allait soit la paralyser, soit la pousser en avant. Je ne pouvais pas faire ce choix pour elle. Tu as laissé faire, ai-je dit pas par cruauté, mais parce que c'était vrai. Et si nous devions nous tenir dans une pièce pleine de gens et dire la vérité, nous devions commencer par nous la dire l'une à l'autre. Mais tu as aussi appuyé sur enregistrer, et cela compte. Un autre silence, plus long. Je vais essayer, a-t-elle chuchoté. Je vais essayer d'être là. J'ai raccroché en sachant que essayer n'était pas une promesse. Tout mon plan dépendait d'une femme qui avait passé 28 ans à apprendre comment disparaître, et je lui demandais d'être visible. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital du comté où j'avais été emmené 5 fois avant l'âge de 16 ans. Je connaissais le bâtiment. Je connaissais le système. J'étais infirmière. J'avais passé 2 ans à travailler au sein de l'infrastructure des dossiers de santé, et je savais une chose avec une certitude absolue, en vertu de la loi HIPAA, chaque patient a le droit légal de demander ses propres dossiers médicaux. Pas besoin d'ordonnance du tribunal. Pas besoin d'avocat. Juste un formulaire d'autorisation signé et une pièce d'identité valide. Le bureau de gestion de l'information sur la santé se trouvait au sous-sol. Des néons, de la moquette beige, un bureau croulant sous des boîtes de dossiers. La femme derrière le bureau avait la soixantaine, des lunettes de lecture attachées à une chaîne, et un badge au nom de « Barbe ». J'ai besoin de copies de mes dossiers, ai-je dit. Les passages aux urgences. Tous. Elle a regardé ma pièce d'identité, a tapé mon nom et s'est arrêtée. Puis elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé, vraiment regardé, de la façon dont personne dans cette ville ne m'avait regardé quand j'avais 10, 12 ou 14 ans. Je me souviens de votre nom, a-t-elle dit doucement. 5 visites aux urgences avant vos 16 ans. Je me suis toujours demandé ce qui vous était arrivé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le délai de traitement standard est de 7 à 10 jours ouvrables. Elle a ajouté, le dîner dont vous parlez, celui à Grèce-Baptiste. Je ne lui avais pas parlé du dîner. Elle a secoué la tête légèrement. Petite ville, ma chérie. Tout le monde est au courant pour ce dîner. Elle s'est retournée vers son ordinateur. Je les aurai prêts pour jeudi. Jeudi, c'était 2 jours avant la cérémonie. Je suis sorti avec un reçu et un calendrier. Les dossiers montreraient 5 visites, dont 3 avec la même mention, blessures incompatibles avec un mécanisme accidentel. Une avec une recommandation de suivi par les services de protection de l'enfance qui n'a jamais eu lieu. Le papier a une longue mémoire, même quand les gens choisissent d'oublier. 2 jours avant la cérémonie, Richard Moore a organisé un barbecue. Je l'ai appris par Ethan, qui chuchotait dans le téléphone de son ami depuis l'arrière-cour pendant que mon père se tenait devant le grill, tenant salon. Une douzaine d'hommes de l'église anciens, diacres, présidents de comité mangeaient du porc effiloché et riaient aux blagues de Richard dans l'arrière-cour même où, 6 semaines plus tôt, il avait saisi Ethan par le col assez fort pour déchirer les coutures. Il dit à tout le monde que tu rentres à la maison, a chuchoté Ethan. Il n'arrête pas de dire, ma fille revient enfin. Merci au Seigneur. Ils le félicitent tous. Ce soir-là, j'ai ouvert Facebook. La page de l'église Grèce-Baptiste avait une nouvelle publication, une photo de famille d'il y a 8 ans. Moi à 16 ans, Ethan à 10 ans, Linda au milieu, le bras de Richard autour de nous tous, tout le monde souriant. La légende disait, la famille, c'est tout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Dieu est bon. 87 j'aime, 22 commentaires, des cœurs, des émojis de prière. Quelle bénédiction. Le pasteur David m'a appelé ce soir-là. Megan,
Ton père est si heureux que tu aies accepté de venir. Je pense que cela pourrait être un véritable tournant pour votre famille. La congrégation a hâte de vous voir tous ensemble. J'ai écouté. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Et je me suis assise dans mon appartement en regardant l'enveloppe Kraft sur ma table de cuisine, celle que Barb avait accélérée, et le téléphone à côté avec un fichier audio de 4 minutes et 22 secondes. Et j'ai ressenti le poids de ce que j'allais faire. Richard Moore avait passé toute la semaine à transformer sa cérémonie de « l'homme de l'année » en une histoire de rédemption. La fille prodigue revient. La famille guérit. L'amour du patriarche triomphe de tout. Tout le monde applaudit. Il avait écrit le scénario, distribué les rôles, construit la scène. Il avait juste oublié que j'avais appris à lire. La veille de la cérémonie, j'ai failli ne pas aller jusqu'au bout. Je me suis assise à ma table de cuisine à minuit, fixant les dossiers. 5 visites aux urgences dactylographiées en langage clinique, date, description, les notes soignées du médecin. À côté, mon téléphone était chargé de 4 minutes et 22 secondes de la voix de mon père faisant exactement ce qu'il avait fait durant toute mon enfance, seulement cette fois à son fils. Et j'ai pensé, et si je me trompais? Pas sur les faits, cela était imprimé en noir sur blanc, mais sur le résultat. Et si je me levais dans cette pièce et que 200 personnes me regardaient comme elles m'avaient regardé toute ma vie, comme si j'étais le problème? Mon téléphone a vibré. Ethan, appelant à nouveau du téléphone de son ami. Meg. Sa voix était à peine un murmure. Papa m'a fait essayer le costume ce soir. Il a dit que si je disais un seul mot de travers demain, il retirerait chaque dollar du compte. Une pause. Il a mesuré ma cravate, Meg. Il s'est vraiment tenu là et a mesuré ma cravate avec une règle pour s'assurer qu'elle était droite. J'ai fermé les yeux. Je ne peux plus faire ça, a-t-il dit. Je ne peux pas rester assis là et sourire. Je ne peux pas faire semblant que nous allons bien parce que nous n'allons pas bien. Nous n'avons jamais été bien de toute ma vie. Et dans sa voix, je me suis entendu. À 14 ans, assise sur le sol d'une salle de bain. À 16 ans, cachant de l'argent dans une boîte de tampons. À 18 ans, franchissant une porte sans regarder en arrière. Sauf que j'ai regardé en arrière, et le rideau est tombé. Tu n'auras pas à sourire demain, ai-je dit. Je te le promets. Je n'allais pas à la cérémonie pour me venger. J'y allais parce que j'avais fait une promesse à un garçon de 12 ans il y a 6 ans, et je n'allais pas la rompre. Samedi matin, j'ai tout étalé sur la table de la cuisine, l'enveloppe Kraft, 5 pages de dossiers médicaux portant chacune le sceau de l'hôpital, des dates allant de l'âge de 9 à 15 ans, un langage clinique qui disait ce que personne dans ma famille ne dirait jamais. Mon téléphone était complètement chargé. Le fichier audio de Linda était synchronisé et testé. Un petit haut-parleur Bluetooth, le modèle portable de la taille d'une tasse de café, était glissé dans mon sac. J'ai appelé Janet à l'aide juridique une dernière fois. Si je diffuse un enregistrement que ma mère a fait chez elle lors d'un rassemblement public? L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie suffit, a-t-elle dit. Votre mère a fait l'enregistrement. Elle a consenti. C'est légal. Et si je partage mes propres dossiers médicaux publiquement? Ce sont vos dossiers, Megan. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'ai expiré. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Une chemise boutonnée blanche unie, un pantalon noir, des chaussures plates, pas de bijoux, pas de maquillage au-delà de ce que je porterais pour un service à l'hôpital. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, une infirmière de 24 ans qui travaille 60 heures par semaine et paie son propre loyer. Pas la fille à problème que mon père avait décrite. Pas une victime jouant la douleur. Juste une femme disant la vérité dans des vêtements propres et simples. J'ai appelé ma mère une dernière fois. Maman, tu n'as rien à dire. Tu as juste besoin d'être là. Mais si tu veux parler, tu parles. Sa respiration était irrégulière. D'accord. D'accord, tu seras là? Ou d'accord, tu vas essayer. Une longue pause. Je serai là. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, j'ai fermé la fermeture éclair et j'ai pris mes clés. La cérémonie commençait à 18 heures. Il était midi. 6 heures de silence supplémentaire. Et puis, pour la première fois, j'allais le briser. À 14 heures, mon téléphone a sonné. Grand-mère Dot appelait depuis la route.
Je suis à 1 heure d'ici, a-t-elle dit. Sa voix avait cette qualité de fer et de gravier qu'elle avait toujours eue. 72 ans, veuve, vivant seule dans une maison de 2 chambres à l'extérieur de Columbus, et toujours la seule personne de ma famille qui ait jamais appelé les choses par leur vrai nom. Dorothy Jennings avait essayé de nous sauver une fois auparavant. Quand j'avais 8 ans, elle était venue pour un week-end. Je portais un t-shirt rare pour moi-même à l'époque et quand j'ai tendu le bras pour attraper un verre dans le placard, la manche s'est relevée et elle a vu les bleus. Elle ne m'a rien dit. Elle est allée directement voir ma mère. J'étais dans la pièce d'à côté, j'ai tout entendu. Linda, qu'est-ce qui est arrivé au bras de cet enfant? Elle est tombée, maman. Elle est maladroite. Linda, c'est moi qui t'ai mise au monde. Ne me mens pas. Ma mère a pleuré, mais elle n'est pas partie. Dot a appelé les services de protection de l'enfance elle-même. Une travailleuse sociale est venue, a posé quelques questions, et est repartie. Mon père a géré cela de la même façon qu'il gérait les rapports des urgences, la même façon qu'il gérait tout, avec des poignées de main, avec du charme, avec les rouages silencieux d'un homme qui connaît tout le monde dans une petite ville. Après cela, Dot n'était plus la bienvenue dans la maison de Maple Ridge. 16 ans plus tard, elle faisait 2 heures de route un samedi après-midi pour s'asseoir sur une chaise pliante au fond d'une salle paroissiale et regarder sa petite fille faire ce qu'elle n'avait pas pu faire. J'ai attendu 16 ans que quelqu'un fasse ce que je n'avais pas le pouvoir de faire, a-t-elle dit au téléphone, la voix ferme. Je serai dans cette pièce, Megan. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a dit de conduire prudemment. C'était suffisant. La salle paroissiale de l'église Grace-Baptiste sentait l'œillet et l'encaustique au citron. Des tables rondes étaient drapées de lin blanc. Des programmes en papier étaient posés sur chaque siège, lettres dorées, une croix au sommet, et au centre, prix de l'homme de l'année en l'honneur de Richard Moore. Un podium à l'avant avec un microphone était flanqué de 2 compositions florales et d'une bannière qui avait dû coûter $300. La bannière disait « Foi, famille, service ». J'ai failli rire. 200 personnes remplissaient la salle, des anciens de l'église, leurs épouses, des familles de la congrégation, des associés d'affaires, quelques élus locaux, le genre de foule qui dirige une petite ville, pas par la loi, mais par la poignée de main. Mon père connaissait chaque personne dans cette pièce. Il avait construit une terrasse pour l'un, donné des matériaux pour le garage d'un autre, parrainé la fille d'un troisième pour un voyage missionnaire. Chaque faveur était un investissement, et ce soir était son dividende. Richard se tenait près de la table de devant dans un costume bleu marine, cravate rouge, et des boutons de manchette en or qui accrochaient la lumière quand il faisait des gestes, ce qu'il faisait souvent, car Richard Moore parle avec tout son corps quand il y a un public. Linda se tenait à ses côtés dans une robe à fleurs pâles, les mains jointes devant elle, les yeux baissés. Ethan était assis avec raideur sur une chaise qui semblait pouvoir l'engloutir, portant un costume qu'il n'avait manifestement pas choisi, sa cravate mesurée avec une précision militaire. Je suis entré à 18h15, seul. Richard m'a vu de l'autre côté de la pièce, son visage s'est éclairé pour le bénéfice du public, et il a traversé la salle les bras ouverts. La voilà. Tout le monde, ma fille est là. Il m'a serré dans ses bras. 200 personnes regardaient. Quelques-unes ont applaudi. Je n'ai pas rendu l'étreinte. Je ne me suis pas dégagé non plus. Je suis juste resté immobile, les bras le long du corps, sentant ses mains sur mon dos. Dans mon sac, l'enveloppe Kraft pressée contre ma hanche. Dot était assise à une table au fond, observant. À 19h, le pasteur David s'est avancé au podium. Ce soir, nous honorons un homme qui a servi cette église et cette communauté avec un dévouement inébranlable. Un homme de foi, un homme de famille, un homme dont les mains ont littéralement construit les murs qui nous entourent. Rire. Applaudissements. Veuillez accueillir notre homme de l'année, Richard Moore. Standing ovation. 200 personnes debout. Mon père a marché vers le podium comme il entrait dans chaque pièce, les épaules carrées, le menton levé, les yeux balayant la foule comme un homme arpentant une terre qui lui appartient. Il a agrippé le podium et a souri. Merci, pasteur David. Merci, Grace-Baptiste. Il a fait une pause de cette façon mesurée qu'il avait toujours de s'arrêter, non pas parce qu'il avait besoin de rassembler ses pensées, mais parce qu'il comprenait que le silence crée l'anticipation. Cette année passée a mis ma famille à l'épreuve. Certains d'entre vous savent que ma fille et moi avons eu un passage difficile.
Un murmure de sympathie s'est élevé de la foule. Mais elle est là ce soir, parce que c'est ce que fait une famille. Nous rentrons à la maison. Plus d'applaudissements. Une femme à la table voisine de la mienne a chuchoté, que Dieu le bénisse. Puis il l'a dit, Mégane, viens ici, ma chérie. Tiens-toi aux côtés de ton vieux père. 200 visages se sont tournés vers moi. Le poids de l'attente sociale, communautaire, religieuse pressait de toutes parts. Si je restais assise, j'étais la fille ingrate. Si je montais et que je jouais le jeu, j'étais son accessoire. Je me suis levé, j'ai pris mon sac, et j'ai marché vers l'estrade. Richard rayonnait. Il a mis son bras autour de mon épaule, la même épaule qu'il avait serrée aux urgences il y a 10 ans et a pressé. J'ai regardé sa main. Puis j'ai tendu le bras et j'ai doucement écarté sa main. Pas violemment, pas de façon dramatique, j'ai juste pris sa main et je l'ai replacée le long de son corps. La salle est devenue silencieuse, et j'ai vu cela dans ses yeux pour la première fois de ma vie, la peur. Je me suis approché du micro. Merci, pasteur David, de me laisser me tenir ici ce soir. Ma voix était ferme. J'avais répété cela dans mon appartement 3 fois, pas les mots, juste la fermeté. Mon père a dit que j'avais traversé une période difficile. Il a raison, c'est le cas, mais pas pour les raisons qu'il vous a dites. Richard s'est dirigé vers le micro. Mégane, ça suffit. Je me suis écarté, hors de sa portée, et j'ai continué. J'ai été admise aux urgences du comté 5 fois avant d'avoir 16 ans. À chaque fois, mes parents disaient aux médecins que j'étais tombé. À chaque fois, le personnel médical notait quelque chose de différent. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti l'enveloppe Kraft, je l'ai posée sur le podium et je l'ai ouverte, le tampon de l'hôpital bien visible. Ce sont mes dossiers médicaux. Mes propres dossiers, que j'ai tout à fait le droit légal de partager. Ils décrivent et je cite des blessures récurrentes incompatibles avec le mécanisme déclaré. Lors d'une visite, le médecin traitant a recommandé un suivi par les services de protection de l'enfance. Cela n'a jamais eu lieu. Silence. Pas le genre de silence confortable, mais celui où 200 personnes réalisent qu'elles retiennent leur souffle. Le visage de Richard était devenu livide. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Pour un homme qui avait construit toute sa vie autour du contrôle de l'Assemblée venait de lui échapper. Ces dossiers sont juste ici, sur ce podium, ai-je dit. Je ne demande à personne de me croire sur parole. Je vous demande de lire. Une femme au 2e rang a porté sa main à sa bouche. Un homme plus âgé que je reconnaissais comme membre du conseil des diacres s'est penché en avant sur sa chaise, fixant le podium comme s'il le voyait pour la première fois. Richard a retrouvé sa voix. Elle ment. Elle est instable depuis des années, je vous l'ai dit à tous. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste ouvert l'enveloppe et étalé les pages sur le podium. Lisez, ai-je dit. Richard s'est tourné vers le pasteur David, qui se tenait sur le côté de l'estrade, les mains figées à la taille. David, c'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin d'eux. Il y a encore une chose, ai-je dit. J'ai pris mon téléphone dans mon sac et j'ai posé le haut-parleur Bluetooth sur le podium. Mes mains étaient calmes. J'avais vérifié le volume 2 fois sur le parking. J'ai appuyé sur lecture. Le son qui a rempli la salle paroissiale était reconnaissable entre tous. La voix de mon père, pas le baryton chaleureux et mesuré qui charmait les 200 membres de l'église, mais la vraie, celle qui vivait derrière les portes closes. Basse, froide, absolue. Tu me réponds encore une fois. Un bruit sec, quelque chose frappant quelque chose. Puis Ethan, mon frère, 18 ans, criant de douleur. Assieds-toi. Tais-toi. Dans cette maison, c'est ce que je dis qui compte. 4 minutes et 22 secondes. Le haut-parleur n'était pas puissant, mais dans une pièce aussi silencieuse, il n'avait pas besoin de l'être. Chaque mot atteignait chaque table. Chaque souffle coupé était audible. Une mère près du fond a attiré son jeune fils plus près d'elle. L'un des diacres, un homme qui était au barbecue 2 jours plus tôt en train de rire aux blagues de Richard, s'est levé et est sorti sans un mot. J'ai arrêté l'enregistrement. Ceci a été enregistré par ma mère, Linda Moore, dans notre maison familiale le mois dernier. En vertu de la loi de l'Ohio, elle avait tout à fait le droit de l'enregistrer. Elle était présente. Elle a consenti.
J'ai regardé la salle. Certains visages étaient stupéfaits. Certains pleuraient. Quelques-uns semblaient en colère contre moi, peut-être, ou contre eux-mêmes pour ne pas l'avoir vu. Une femme près du devant secouait la tête lentement, encore et encore, comme si elle essayait d'effacer ce qu'elle venait de voir. Richard agrippait le bord du podium. C'est. Tu ne peux pas s'y priver. C'est ma famille. Ça a cessé d'être privé, ai-je dit, quand ça a commencé à laisser des bleus. Une chaise a grincé au fond de la salle. Ma grand-mère s'est levée. 72 ans, gilet gris, chaussures plates pragmatiques, le genre de femme qui repasse ses serviettes et ne supporte pas les imbéciles. Elle n'a pas marché vers l'estrade, elle n'en avait pas besoin. Sa voix a porté. Mon nom est Dorothy Jennings. Je suis la mère de Linda. Il y a 16 ans, j'ai vu des bleus sur les bras de ma petite fille et j'ai appelé les services de protection de l'enfance. Personne n'a donné suite parce que Richard Moore connaît tout le monde dans cette ville, et tout le monde dans cette ville voulait croire que la pelouse était aussi parfaite qu'elle en avait l'air. Elle a fait une pause, a regardé autour de la pièce lentement, délibérément, croisant le regard de personnes qu'elle connaissait depuis des décennies. Vous lui avez tous serré la main chaque dimanche. Je ne vous blâme pas, mais maintenant vous savez. Elle serra 16, puis Ethan s'est levé. Mon frère, 18 ans, mince, portant toujours le costume que Richard avait choisi et la cravate que Richard avait mesurée, s'est levé de sa chaise, les mains tremblantes le long du corps. La salle s'est tournée vers lui. Je m'appelle Ethan, a-t-il dit. Sa voix tremblait, mais il ne s'est pas arrêté. J'ai 18 ans et mon père me frappe. Ma sœur dit la vérité. Il n'a pas donné de détails. Il n'en avait pas besoin. Il s'est rassis et j'ai vu ses mains agripper ses genoux sous la table, les jointures blanches, essayant de se contenir. Puis Linda s'est levée. Ma mère, qui avait passé 28 ans assise, debout, marchant, respirant à l'intérieur du périmètre de ce que Richard Moore autorisait, s'est levée au 3e rang d'une salle paroissiale devant 200 personnes et a dit 7 mots, j'ai été silencieuse trop longtemps. Elle a raison. Puis elle a pressé ses mains sur son visage et a pleuré. 3 personnes, 3 générations, et une salle pleine de témoins qui ne pourraient jamais oublier ce qu'ils venaient d'entendre. Le pasteur David s'est avancé. Il s'est tenu sur le côté de l'estrade pendant un long moment, la main sur le dossier d'une chaise, regardant le sol. Quand il a levé les yeux, son visage portait quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas du choc, mais de la honte sourde et spécifique d'un homme réalisant qu'il s'était tenu à 1 mètre de la vérité et qu'il avait regardé ailleurs. Richard, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais la chaleur avait disparu. Je dois parler au conseil des diacres immédiatement. Richard a essayé une dernière fois. Il a tendu le bras vers David, a baissé la voix pour prendre ce murmure intime et raisonnable qu'il avait perfectionné, celui qui avait désamorcé chaque question gênante pendant 30 ans. David, écoute-moi. C'est un malentendu. Ma famille traverse une période difficile. Richard. Le pasteur David a retiré son bras. Pas maintenant. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas d'un coup, pas comme dans un film où tout le monde se lève et applaudit. C'était plus lent que cela, et plus confus. Certains fixaient leur assiette. Certains chuchotaient entre eux. Maintenant, vous savez, ai-je dit. Quelques-uns des amis les plus proches de Richard, les hommes du barbecue, ceux qui avaient entendu sa version des faits pendant des années, restaient figés. L'un d'eux s'est levé et est parti sans parler à personne. Un autre fixait Richard avec une expression que je reconnaissais, le regard d'un homme en train de réorganiser tout ce qu'il pensait savoir. Tout le monde ne m'a pas cru ce soir-là. Certains ne me croiraient jamais, mais ils furent assez nombreux à le faire. Je suis descendu de l'estrade, j'ai marché vers Ethan et j'ai pris sa main. Linda a suivi. Nous sommes sortis par la porte latérale, et je n'ai pas regardé en arrière. 72 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour que la vie que mon père avait construite s'effondre. 24 heures après la cérémonie, le conseil des diacres s'est réuni. Je n'étais pas dans la pièce, mais Ethan l'a appris par un ami dont le père siégeait au conseil. Le vote pour démettre Richard de ses fonctions a été unanime. Pas une seule voix pour sa défense. Les mêmes hommes qui avaient mangé son porc effiloché et ri à ses blagues se sont assis en cercle et l'ont expulsé sans débat. 48 heures, les 2 plus gros contrats dont dépendait l'entreprise de Richard, tous 2 obtenus via ses relations à l'église, ont été annulés.
Le premier était une rénovation de 180 000 $ de l'aile et de l'église. Le second était un projet de centre communautaire de 95 000 $ pour le comté, recommandé par le beau-frère d'un diacre. Les deux se sont retirés avec le même langage poli et dévastateur, nous pensons qu'il est préférable de prendre une direction différente pour le moment. 72 heures, j'ai conduit Linda et Ethan au palais de justice du comté. Nous avons déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire. La requête incluait mes dossiers médicaux, l'enregistrement audio et une déclaration sous serment d'Ethan. La juge l'a examiné dans son bureau. Pas de scène de tribunal dramatique, juste une femme fatiguée dans un petit bureau lisant des pages et écoutant 4 minutes d'audio sur les haut-parleurs de son ordinateur portable. Elle a accordé l'ordonnance avant le déjeuner. Richard Moore a reçu l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de sa femme, de sa fille et de son fils. Il a reçu l'ordre de quitter la maison de Maple Ridge Lane. Il s'est avéré que la maison portait leurs deux noms sur l'acte de propriété. Linda était sur le titre depuis qu'il l'avait achetée en 1998. Richard avait agi comme s'il en était le seul propriétaire pendant 26 ans. Ce n'était pas le cas. Il a fait 2 sacs et a emménagé dans une location de l'autre côté de la ville. La pelouse de Maple Ridge commençait déjà à devenir haute. Le lendemain de l'octroi de l'ordonnance de protection, Richard est entré à la First National Bank et a retiré chaque dollar du compte d'épargne d'Ethan. 38 000 $. Disparu avant que le caissier n'ait fini de compter. Il pensait que c'était une punition, un dernier acte de contrôle. S'il ne pouvait pas posséder sa famille, il s'assurerait que son fils paie pour être parti. Mes grands-mères Dot avaient prévu cela. Ton grand-père disait toujours, ne laisse jamais une brute tenir le chéquier, m'a-t-elle dit au téléphone, de sa voix factuelle comme si elle lisait une liste de courses. J'ai écouté. 5 ans plus tôt, discrètement, sans le dire à personne, Dot avait ouvert un compte d'épargne-études 529 au nom d'Ethan. 200 $ par mois prélevés sur la pension de son défunt mari. 12 000 $, pas une fortune, mais assez pour garder la porte ouverte. Et puis l'église a fait quelque chose que je n'attendais pas. Dans la semaine suivant la cérémonie, un groupe de femmes de Grace Baptiste, les mêmes femmes qui avaient apporté des plats à notre maison, qui disaient à ma mère quelle belle famille elle avait, ont organisé une collecte de bourse d'études pour Ethan. Elles ont fait circuler une enveloppe lors du service du dimanche. Elles ont publié un message à ce sujet sur la page Facebook de l'église. Elles ont envoyé des chèques par la poste. Le dimanche suivant, il y avait 8 400 $. 12 000 $ de dot, 8 400 $ de la communauté, et une demande d'aide financière qu'Ethan et moi avons remplie ensemble sur ma table de cuisine un mardi soir, en mangeant de la pizza à emporter dans des assiettes en carton. Ce n'était pas 38 000 $. Ce n'était pas la voix dorée que Richard avait fait miroiter avant de la retirer brusquement, mais c'était suffisant. Et le plus beau, la décision de Richard de vider le compte est devenue la preuve finale de qui il était. L'homme qui a volé le fonds d'études de son propre fils par dépit. Même les gens qui étaient restés indécis ont cessé de le défendre après cela. La laisse était coupée. 2 semaines après la cérémonie, je suis allé à la maison de Maple Ridge. C'était étrange de s'engager dans cette allée sans que le Ford F-250 n'en occupe toute la largeur. Le drapeau était toujours sur le porche. La pelouse était inégale. La couronne était celle de la saison dernière. Linda était dans la cuisine, ne cuisinant pas, juste assise à la table en regardant par la fenêtre l'arrière-cour où le barbecue était toujours là, non couvert, la rouille s'attaquant aux pieds. La maison était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Et pour la première fois, le silence n'était pas un signal d'alarme. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, mais elle a parlé. « Me pardonnes-tu » J'ai tiré la chaise en face d'elle, je me suis assise et j'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée et j'ai vu une femme que j'apprenais encore à voir. Pas la méchante, pas l'héroïne, juste une personne qui avait eu peur pendant si longtemps que la peur était devenue sa personnalité et le silence sa langue. Et au moment où elle avait trouvé sa voie, sa fille avait déjà grandi sans elle. Je ne sais pas, ai-je dit. Et je n'ai pas besoin de savoir pour le moment. Son visage s'est décomposé. Mais tu t'es levé, ai-je dit. Dans cette pièce, devant tout le monde, tu t'es levé. Et c'est le premier pas. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. J'en avais envie. Une partie de moi, la partie de 10 ans, celle qui avait attendu dans une chambre sombre qu'elle revienne et dise, ce n'était pas ta faute, en avait envie. Mais je n'étais plus cette fille,
et prétendre que je l'étais aurait été un autre genre de mensonge. Alors je suis juste restée assise là, à côté d'elle, dans cette cuisine qui ressemblait autrefois à un piège et qui, maintenant, ressemblait juste à une cuisine. Nous n'avons pas dit grand-chose. C'était suffisant. 1 an plus tard, la maison de Maple Ridgeland avait un autre aspect. Pas rénovée, Linda n'en avait pas les moyens. Mais la couronne était neuve. La pelouse était tondue un peu irrégulièrement par Ethan quand il rentrait le week-end. Et le réfrigérateur, le même Kenmore blanc qui avait contenu les bières de mon père et les restes de ma mère pendant 20 ans, portait maintenant une photo d'Ethan, souriant dans un sweatshirt d'université, debout à côté d'une fille que je n'avais pas encore rencontrée. Ma photo était là aussi. Un selfie que j'avais envoyé à Linda, moi dans ma blouse après un service de 12 heures, fatiguée mais souriante. Elle l'avait fait imprimer au CVS et l'avait aimantée à côté de celle d'Ethan avec un aimant en forme de marguerite. C'était la première fois qu'une photo de moi se trouvait sur ce réfrigérateur. J'avais 25 ans. Ethan s'en sortait bien. Pas Harvard, pas le plan grandiose que Richard avait utilisé comme une arme, mais une bonne université de proximité près de chez Dot. Filière ingénierie, un travail à temps partiel dans une quincaillerie qui lui donnait une réduction d'employés sur les outils qu'il voulait vraiment. Il m'appelait tous les jeudis. Nous parlions surtout de rien. C'était le meilleur moment de ma semaine. Linda suivait une thérapie. Elle avait obtenu son permis de conduire son premier à 50 ans. Le jour où elle a réussi l'examen, elle m'a envoyé une photo d'elle tenant la carte, et son sourire était l'expression la plus authentique que j'ai jamais vue sur son visage. Nous nous retrouvions toutes les 2 semaines pour un café. Certaines visites étaient bonnes, d'autres silencieuses, d'autres difficiles, mais elles existaient, et c'était plus que ce que j'avais eu pendant 18 ans. Richard vivait seul dans une location d'une pièce à l'autre bout de la ville. Il avait perdu son siège de diacre, les contrats, la maison, et l'histoire qu'il s'était racontée sur qui il était. Certaines personnes le croyaient encore, mais de moins en moins chaque mois. Il ne s'est jamais excusé. J'ai arrêté d'attendre qu'il le fasse. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous enseigner quelque chose. Je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas coach de vie. Je suis une infirmière qui travaille 60 heures par semaine et qui possède une seule belle paire de chaussures. Je vous le raconte parce que pendant 18 ans, j'ai cru que j'étais le problème. Je pensais que si j'étais plus calme, plus douce, plus prudente, si je pouvais juste arrêter de le pousser à bout, mon père arrêterait de me faire du mal. Et la personne qui aurait dû me dire que ce n'était pas vrai était là tout le temps, chuchotant le contraire. Alors, si quelqu'un qui écoute ceci en ce moment est assis dans une pièce où quelqu'un n'arrête pas de lui dire qu'il est la raison pour laquelle les choses sont brisées, vous ne l'êtes pas. Vous n'avez jamais été la raison. Le silence n'est pas de la loyauté. Partir n'est pas une trahison. Et vous ne devez jamais votre image à quelqu'un qui a brisé la vôtre. Ma mère a eu tort pendant 18 ans, mais elle a eu raison une fois, la nuit où elle a appuyé sur enregistrer. Et cet acte de vérité, bien que tardif, a changé le cours de 3 vies. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour totalement. Le pardon n'est pas un interrupteur. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide une fois pour toutes. C'est plus comme de la rééducation physique, certains jours vous progressez, d'autres jours cela fait plus mal que la veille, et vous y allez quand même parce que l'alternative est de rester brisé. Je m'appelle Megan. J'ai 25 ans maintenant. J'habite toujours dans ce studio. J'ai toujours les rideaux IKEA. Et pour la première fois de ma vie, je ne sursaute pas quand mon téléphone sonne. C'est suffisant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Cela aide plus de gens à l'entendre. Et si vous avez votre propre histoire, les commentaires sont ouverts. Pas de jugement ici. Si vous voulez en entendre davantage, consultez le lien dans la description et une autre histoire sur les limites, la famille et les choses dont le papier se souvient quand les gens choisissent d'oublier. On se voit dans la prochaine vidéo.